dans les scrutins qui viennent de se succéder. De nombreux Français ont poussé un cri. Le vote auquel nous avons assisté, c'est un vote anti-système. Il faut prendre le mot système exactement au sens où l'a employé le général de Gaulle sous la 4e République. C'est le système de pouvoir qui est en place, qui n'est pas seulement politique, qui est politique, médiatique, intellectuel, économique. C'est ce message qu'il faut entendre. Face à ce malaise, il est terriblement dangereux de se trouver confronté à une politique qui vous dit la veille des élections, vous voulez que tout change, je vais tout changer. Et le lendemain des élections, vous répond à toutes vos attentes par formule qui est toujours la même, je n'y peux rien, ce n'est pas moi qui décide. Pour l'essentiel, le citoyen va voter sans pouvoir changer quoi que ce soit, donc il va voter pour rien. Au fur et à mesure que ce phénomène s'amplifie, l'élection perd de plus en plus son sens. Cette nouvelle Assemblée nationale et ces 3 blocs reflètent-ils leur poids réel dans notre pays? C'est toujours un résultat arithmétique, donc il ne sert à rien de se poser la question de savoir si c'est ce que les Français ont choisi dans leur intimité, dans leurs convictions les plus profondes. Dans tout système électoral, chacun choisit pour des raisons qui lui sont propres. Il répond non pas à la question qui lui est posée, mais à celle qu'il se pose. L'électeur est parfois même traversé lui-même par de nombreuses contradictions. Ce qui me frappe, en revanche, beaucoup, c'est que dans les scrutins qui viennent de se succéder, c'est-à-dire le scrutin européen et les deux tours des législatives, de nombreux Français ont poussé un cri qui nous dit quelque chose sur l'état de la société. Et j'observe que ce cri n'a été entendu à aucun moment, et l'état de la société n'a été à aucun moment au centre du débat, ni pour le premier tour, ni pour le second tour, ni après le scrutin des européennes, dont d'ailleurs on n'a pas eu le temps de tirer les leçons. Je crois que c'est en réalité un rendez-vous démocratique manqué. Il est manqué parce que 15 jours de campagne, dans les circonstances actuelles et dans l'état de la société, ne permettent absolument pas de débattre correctement des attentes des gens et de la façon dont chacun pense y répondre. Le vote auquel nous avons assisté est, pour beaucoup, en tout cas c'est la grande leçon que moi je tire de ce scrutin, c'est un vote anti-système. Alors anti-système ne veut pas dire que les gens votent pour l'anarchie, le chaos, la révolution, non. Anti-système, il faut prendre le mot système exactement au sens où l'a employé le général de Gaulle sous la 4e République. C'est le système de pouvoir qui est en place, qui n'est pas seulement politique, qui est politique, médiatique, intellectuel, économique, que nous disent la plupart des électeurs qui sont allés voter. Ils nous disent que ça ne peut plus continuer comme ça, en tout. Ils ne veulent plus que ça continue de la manière dont cela se passe jusqu'à présent depuis plusieurs décennies. C'est ce message qu'il faut entendre. Or, avoir dissous dans ces conditions, avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui, ne pouvait pas permettre et ne permettra pas de répondre à cette attente. Et c'est la déception de cette attente-là qui est la chose la plus dangereuse pour l'avenir. Cette Assemblée, elle est à la fois le résultat en partie de la déconnexion de toute la classe politique, des préoccupations et des problèmes des gens, et elle est le reflet aussi d'une société qui est de plus en plus fracturée, balkanisée, et radicalisée. La France, contrairement à ce qu'on raconte, ne se droitise pas. La France, elle se radicalise. Si les plus radicaux de la gauche se réclament de gauche, vous remarquerez que le Rassemblement national ne se réclame pas de la droite. Et à juste titre d'ailleurs, parce que sa base sociologique ne lui permettrait pas. Les préoccupations croissantes des Français sur des thématiques telles que l'immigration, la sécurité, l'ordre, ne suggèrent-elles pas tout de même une droitisation de la société qui se traduit notamment dans la montée du Rassemblement national? Il y a bien entendu les problèmes d'ordre, d'autorité, d'immigration, les problèmes identitaires, les problèmes de cohésion de la société sur un plan culturel. Il y a aussi une bombe sociale. Je ne sais pas si elle est de droite ou si elle est de gauche, mais il y a une bombe sociale qui est en train de nous exploser à la figure. Et si le Rassemblement national a fini par obtenir un tel socle électoral, c'est bien parce qu'il a convaincu beaucoup d'électeurs directement concernés par la fracture sociale qu'il attachait de l'importance à cette question. À tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce qui a fini par passer dans la tête de beaucoup d'électeurs. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le Front National avait déjà commencé à vider la base électorale du Parti communiste.
premiers électeurs qui ont fait les gros bataillons de l'ancien Front National venaient des anciens électeurs du Parti communiste. Le Rassemblement national a accentué ce discours, d'ailleurs que beaucoup de gens de droite, d'analystes de droite, parfois d'inspiration maurassienne, considéraient comme une erreur. Considéraient que aller sur ce terrain qui était celui de la politique pure, de la souveraineté, de l'autorité, de l'ordre, était de la part du Rassemblement national une erreur. Ce n'était pas une erreur, c'est ce qui leur a permis d'atteindre les niveaux où ils sont aujourd'hui. Dans la tête et dans la vie de beaucoup de gens, toutes les questions qu'on vient d'évoquer se superposent. Mais oublier la dimension sociale, la fracture sociale, ou les fractures sociales, c'est oublier un élément essentiel du puzzle. Vous croyez que l'ouvrier qui vote pour le Rassemblement national se considère comme de droite? Vous croyez que celui qui est confronté à la violence quotidienne ou qui ne supporte plus une immigration incontrôlée ou ne veut plus voir l'autorité se défaire, qui ne supporte pas que l'école soit dans cet état, se situe toujours sur l'échiquier politique de la droite. Enfin, tous les problèmes dont on parle sont des problèmes qui touchent beaucoup de gens et beaucoup de couches de la population qui ne se considèrent pas comme de droite. Ça, ce sont des étiquettes que les politologues ou les médias, ou les politiciens d'ailleurs, mettent sur les convictions ou les attentes des gens. Clémenceau était-il un homme de droite ou un homme de gauche? Louis-Napoléon Bonaparte était-il un homme de droite ou un homme de gauche en 1848? Alors on pourrait dire l'autorité, l'ordre, rien, c'était la droite. Mais la droite, c'était Cavaignac qui faisait tirer sur les ouvriers en 1848. Pas Louis-Napoléon Bonaparte, qui a été élu par des couches de la population qui n'auraient pas répondu à la question, par l'affirmative, à la question êtes-vous à droite? Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Essayer de porter un jugement moral sur le mode de scrutin, ou tenter de faire entrer l'analyse des résultats dans les catégories et les schémas habituels, me paraît dans les deux cas une erreur. Quand on analyse la sociologie électorale d'un peu près, on se rend compte que ce clivage est inopérant, enfin ces étiquettes sont inopérantes. En revanche, si vous essayez de mesurer sur une échelle d'intensité la radicalisation croissante des comportements, des discours et des pensées, là vous allez constater une montée en flèche de l'intensité de la radicalisation. Cette nouvelle assemblée, sans majorité claire, vous fait-elle craindre une crise de régime nécessitant de changer ce régime ou à minima de mode de scrutin? On s'enfonce dans une crise qui n'est pas seulement une simple crise politique, qui est vraiment une crise profonde de la démocratie, une crise profonde de la société et même de la civilisation, peut déboucher évidemment sur une crise de régime, parce qu'on est rarement sorti de ce genre de piège par les moyens normaux qu'offrent les institutions en place. Et sur 200 ans, depuis le 18 Brumaire jusqu'au 13 mai, car il faut se souvenir que même la 4e République n'a pas trouvé d'issue dans les urnes, elle a trouvé une issue le 13 mai 58, qui n'avait rien à voir avec un moment de démocratie. Il doit y avoir eu 8 crises de régime, c'est-à-dire ces moments où les institutions en place n'ont plus la légitimité suffisante et la force suffisante pour régler les problèmes les plus graves auxquels se trouve confrontée la société. À ce moment-là, les institutions s'effondrent. Si nous continuons comme ça, celles de la Ve République finiront par s'effondrer aussi, d'autant qu'on les a quand même beaucoup abîmées, beaucoup dénaturées. Moi, je suis très inquiet à l'idée qu'avancent certains, c'est qu'au fond, on pourrait trouver des consensus dans cette nouvelle Assemblée en réformant les institutions. Je crois qu'il n'y aurait pas de pire solution que celle qui consisterait à tenter de sortir du malaise profond de nos sociétés en changeant de régime, c'est-à-dire de république. Et quand j'entends grand nombre de gens très savants, très inspirés, nous expliquer qu'il faut passer à la 6e République, comme si d'ailleurs il fallait obéir sans arrêt à ce besoin fou de vouloir changer de constitution, comme si les constitutions se périmaient. Une constitution qui se périme, c'est une constitution qui
qui en réalité n'est pas une constitution. La constitution fixe des règles qui peuvent durer très très longtemps. Il peut arriver que la constitution soit le problème, ou en tout cas un des problèmes. C'était le cas en 1958, et encore il y avait quelqu'un à Colombey qui s'appelait le général de Gaulle, et aujourd'hui il n'y a personne qui a fait le 18 juin, il n'y a personne qui a cette autorité, qui a l'autorité morale, historique, la légitimité que pouvait avoir le général de Gaulle à l'époque, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs les imbéciles de manifester en 1958 en brandissant des panneaux, le fascisme ne passera pas, contre le général de Gaulle. Pour moi, la bonne solution, c'est pas de faire la 6e République qui ressemblerait étrangement à la 4e. Je ne comprends pas cette obsession de vouloir revenir au errement du passé, comme si on ne tirait jamais aucune leçon de l'histoire et de ce qui nous est arrivé, que ce soit sous la 3e ou sous la 4e République. Je reste effaré par ces deux idées qui circulent, qui sont l'affaiblissement de la fonction présidentielle. La fonction présidentielle a été malmenée par la pratique. Ceux qui en étaient les titulaires ne se mettaient pas de limite. Je pense surtout à la dernière période. Oui, les pouvoirs du président peuvent être grands, mais affaiblir la fonction présidentielle n'est pas la bonne réponse à cette question. La bonne réponse, elle est dans la capacité à ceux que nous désignons à se mettre des limites et dans la capacité des peuples à rappeler aux titulaires de la fonction qu'il y a des limites à ne pas franchir. Rendre la France ingouvernable pour que les titulaires des fonctions les plus élevées n'abusent pas de leur pouvoir n'est pas une solution. Et la deuxième, qui est très à la mode, c'est la proportionnelle. Mais quoi, on n'a pas d'expérience de la proportionnelle? On n'a plus de souvenirs historiques, on ne voit pas ce qui se passe dans le reste du monde quand la proportionnelle est en vigueur. D'abord, l'idée que l'Assemblée doit refléter toutes les nuances de toutes les opinions est une idée folle. Ce mode de scrutin, ça n'est pas fait pour ça. Mais d'ailleurs, aucun mode de scrutin ne permet d'y arriver. Et si cela devait être, avec une espèce de proportionnelle intégrale, ça serait toujours ingouvernable. Le mode de scrutin est fait pour mettre les gens en face de leurs responsabilités et les amener à choisir. Alors, ils peuvent choisir positivement, ils peuvent choisir négativement, mais à choisir. Parce qu'il faut qu'ils choisissent pour que le pays soit gouvernable. La solution, c'est évidemment les coalitions d'après-élection, mais je ne suis pas sûr que ça favorise beaucoup la démocratie, parce que même si les gens louent l'esprit de compromis, quand vous êtes confrontés aux crises auxquelles nous sommes confrontés, je ne suis pas sûr que l'esprit de compromis soit la meilleure façon d'aborder les problèmes. Et surtout, il y a quand même quelque chose qui est au fond profondément antidémocratique, quoi qu'on en dise, c'est que les gens se retrouvent gouvernés le lendemain des élections par une coalition pour laquelle ils n'ont pas voté, qui met au point un programme sur lequel ils ne se sont jamais prononcés. Les élections législatives qui viennent de se tenir en Grande-Bretagne se sont déroulées au scrutin uninominal majoritaire à un tour, qui a systématiquement dégagé une majorité en faveur du parti arrivé en tête en nombre de voix. N'est-ce pas une solution? Il est très intéressant dans la situation actuelle de comparer ce qui vient d'arriver en France électoralement à ce qui est arrivé en Grande-Bretagne presque simultanément. La situation de la société anglaise n'est pas meilleure que celle de la société française. Les colères dans la société anglaise sont au moins aussi importantes que les colères dans la société française. Les fractures au moins aussi importantes. On n'a pas le même mode de scrutin, puisque nous on a un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Les Anglais ont un scrutin uninominal majoritaire à 1 tour. La différence entre les deux, c'est que le système français permet de maintenir un multipartisme assez important, enfin une variété de partis importants, puisque au premier tour, il peut y avoir beaucoup de partis en présence. Le système anglais est fait pour pousser au bipartisme. Il est intéressant de voir que dans la situation actuelle, dans l'état des sociétés, même le système anglais n'arrive pas à réellement imposer un bipartisme parfait. Alors certes, un parti très dominant qui sort des élections, le Parti travailliste, on parle d'un raz-de-marée travailliste, mais avec moins de voix qu'en 2019, qui était une de leurs plus cinglantes défaites. C'est le Parti conservateur qui est encore là, pèse encore assez lourd, mais on voit ressurgir les libéraux et un nouveau parti peu contestataire qui, pour la première fois, va entrer au Parlement britannique. Dans des pays où le bipartisme est presque institutionnel, comme aux États-Unis, les fractures, elles se situent à l'intérieur des partis. Le Parti démocrate aux États-Unis, le Parti républicain ne sont plus du tout ce qu'ils étaient, et ils sont traversés à l'intérieur par des courants opposés, souvent violemment opposés. Donc tout ça fait quelque chose de très fragile. C'est vrai dans tous les pays occidentaux et dans les pays qui
qui sont dans l'orbite des pays occidentaux. J'ai été très frappé par les résultats de l'élection présidentielle au Brésil. Deux personnages aussi opposés que Bolsonaro et Lula, et on se retrouve à 50-50, c'est-à-dire le pays cassé en deux. Comme les États-Unis sont cassés en deux, les sociétés occidentales parfois cassées en morceaux. Si on continue comme ça, il risque de ne pas y avoir d'issue démocratique, en tout cas d'issue dans les urnes, faute d'avoir tenu compte de l'état de la société et de s'être reposé sur la capacité du système politique, précisément à trouver des compromis, des combinaisons, des tactiques, des stratégies qui permettent de donner le sentiment que tout continue de fonctionner et que tout peut fonctionner comme avant. Cette impossibilité de dégager une majorité témoigne-t-elle également de l'incapacité de la droite ou de la gauche à proposer un projet politique qui emporte la majorité comme jadis? Le problème de la droite, c'est que à partir de la liquidation du RPR, elle est redevenue la droite. Et rien que la droite. Et encore une droite divisée, comme elle l'a toujours été dans la vie politique française, entre une droite qu'on appelle orléaniste, c'est-à-dire la droite libérale, la droite de l'argent, et puis une droite plus traditionnaliste, que certains appelleront réactionnaire. Tout ça n'a jamais fait une majorité en France, sauf à des moments vraiment très 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 rares dans notre histoire politique depuis 200 ans. La grande erreur, elle remonte à la création de l'UMP. Il existait un grand mouvement gaulliste avec une base populaire très large. Vous vous souvenez de la formule de Malraux, le métro à 5 h du soir. Ceux à l'époque qui ont présidé à cette opération de liquidation du RPR voulaient liquider un parti de masse avec une base populaire importante et créer un grand parti de notables de centre droit. La modernité politique appelait de structurer toute la vie politique autour de deux grands partis, un de centre-gauche, un de centre-droit, appartenant à la catégorie dite des partis de gouvernement, et ce qu'on a appelé longtemps le cercle de la raison. Ils allaient faire à peu près la même politique, avec quelques variantes. On n'allait plus avoir à subir le poids des couches populaires, soit dit en passant aussi des couches moyennes inférieures, mais aussi des classes moyennes, on pourrait dire moyennes, leurs passions, leurs sentiments. Voilà, il fallait que la politique soit faite par des gens, paraît-il, éclairés, plus intelligents. Ça a été une erreur fatale. D'ailleurs, le Parti socialiste a suivi le même chemin. Ces partis se sont désenracinés des familles politiques, le substrat de leur cohésion et de leur identité. Voilà, on est passé à gauche de l'héritage de Jaurès, de Blum, une espèce de cartel électoral avec des gens qui en fait n'avaient rien à voir entre eux. Et on allait des sociolibéraux aux chevènementistes en passant par les sociodémocrates, par toutes les variations possibles de sociodémocrates, jusqu'à ce que l'identité du Parti socialiste devienne incompréhensible pour tout le monde. Et c'est passé la même chose de l'autre côté de l'échiquier. Avant, il y avait le RPR et puis l'UDF, on va dire les centristes et les libéraux d'un côté, les gaullistes de l'autre, qui passaient des alliances électorales, qui arrivaient à gouverner ensemble en fonction du poids relatif que leur donnaient les électeurs. Au fond, ça ne marchait pas si mal. Une fois qu'on a regroupé tous ces gens ensemble, on a détruit les familles politiques sur lesquelles reposaient ces partis. D'ailleurs, nous le payons très très cher parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus sur la scène politique, plus vraiment de partis politiques qui soient enracinés dans des familles politiques. En fait, il n'y a plus de famille politique. Voilà. Il y a des partis, des appareils, une famille politique, elle incarne une forme de continuité qui s'adapte certes à l'évolution des choses, aux événements, aux circonstances, mais qui poursuit, qui continue une histoire, qui continue à écrire une histoire qui s'inscrit profondément dans l'imaginaire collectif d'une nation, et qui fait la cohésion, ciment identitaire de ce parti. Tout ça a disparu. Vous n'avez plus, au fond, pour les forces politiques montantes, que des entreprises unipersonnelles. Mais le jour où Emmanuel Macron s'en va, que restera-t-il du bloc central tel qu'il est aujourd'hui? Que restera-t-il du macronisme? Le jour où Jean-Luc Mélenchon s'en ira, que restera-t-il de LFI? Le jour où Mme Le Pen s'en ira, que restera-t-il du Rassemblement national? Du même coup, il n'y a plus de partis capables de sélectionner, former,
des candidats. Avant, les partis politiques, alors on peut l'étendre à ce que fut le Parti communiste avant qu'il lui-même ne se dissolve, les appareils des partis, les responsables des partis connaissaient les militants et ceux auxquels ils allaient donner progressivement des investitures de plus en plus importantes. Il y avait une vie locale de ces partis, une implantation locale forte. Ce qui est arrivé au Rassemblement national n'aurait pas pu arriver, pour ce qui est de la sélection des candidats, à un parti, comme jadis, le RPR ou le Parti socialiste. Alors, il pouvait toujours y avoir un accident, mais dans l'ensemble, ça n'était pas le cas. Et ça a encore une autre conséquence, c'est que le personnel politique qui se trouve ainsi sélectionné à la va-vite en général et sans connaître vraiment les gens, est un personnel politique qui est rarement à la hauteur des exigences de sa fonction, à la hauteur de son rôle. Le président de la République avait même expliqué qu'il fallait être des amateurs pour faire de la politique. La politique est comme tout, et comme toutes les autres activités, pour s'y engager, il vaut mieux être sérieux et se professionnaliser qu'être un amateur. Outre cette disparition des familles politiques, qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise politique contre laquelle vous nous mettez en garde? Après, il faut chercher dans le fond des choses. Le système politique et la façon dont il fonctionne et les résultats qu'il donne sont aussi la conséquence de l'état de la société, de l'état dans lequel on a mis la société. Vous connaissez la phrase de Philippe Séguin en 92, « La droite et la gauche sont deux détaillants qui ont le même grossiste dans l'Europe. » Mais il n'y a pas que l'Europe. Il y a la mondialisation, la montée de la dépolitisation de la société et de l'économie, la montée de ce qu'on appelle un terme très barbare, mais la juridicisation de la société, c'est-à-dire la montée en puissance des juridictions et du droit. Mais je ne parle pas du droit qui est l'expression de la justice avec une majuscule. Non, on parle du droit positif, du droit tel qu'on le fait tous les jours, tel que le font tous les jours les juridictions. Et je dis les juridictions à dessein, plus d'ailleurs que les assemblées parlementaires. La part du politique, que ce soit à travers l'exécutif ou à travers le pouvoir législatif, n'a cessé de décliner dans le destin des sociétés, en tout cas des sociétés occidentales. La crise politique, aujourd'hui, c'est d'abord une crise de la démocratie, c'est-à-dire une crise très profonde, qui est nourrie par un malaise dans la société, et même dans la civilisation. Face à ce malaise, si vous voulez, il est terriblement dangereux de se trouver confronté à une politique un système politique, démocratique, qui vous dit la veille des élections, vous voulez que tout change, je vais tout changer. On va faire autrement, on va faire autre chose. Et le lendemain des élections, vous répond à toutes vos attentes par formule qui est toujours la même. Je n'y peux rien, ce n'est pas moi. Dans ce domaine, dans cet autre domaine, ce n'est pas moi qui décide. Ça veut dire que pour l'essentiel, le citoyen va voter pour que rien, sans pouvoir changer quoi que ce soit, donc il va voter pour rien. Et de plus en plus pour rien, au fur et à mesure que le rôle de la politique et le rôle de la loi faite par le législateur se réduit, se rétrécit, au fur et à mesure que ce phénomène s'amplifie, l'élection perd de plus en plus son sens. Et c'est tout le danger qui nous menace. Il y a aujourd'hui une très très grande difficulté à modifier le cadre qui conduit toutes les politiques à se ressembler plus ou moins, ou en tout cas à être ressenties par les citoyens comme se ressemblant toutes. Et il y a un deuxième inconvénient, c'est que quand ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes plus responsable. Donc la responsabilité politique s'effondre. Seulement ceux qui décident, ou les mécanismes qui décident à la place des responsables politiques, sont des mécanismes qui ne sont responsables, ou des gens qui ne sont responsables devant personne. La Cour de justice de l'Union européenne, elle fabrique ses jurisprudences, elle n'est responsable devant personne. Les juridictions sont responsables devant personne. Une fois que les traités ont été signés, que les directives ont été adoptées, que les conventions internationales ont été approuvées, plus personne n'est responsable de quoi que ce soit dans le système actuel. Le gouvernement a présenté une loi sur l'immigration censée répondre dans ce domaine aux attentes fortes de beaucoup de Français. En réalité, c'était un marqueur, non une réponse aux attentes, parce que dans ce domaine, ce n'est pas le législateur qui décide aujourd'hui. Dans l'état actuel du droit, c'est le juge qui décide. En tout cas pour la plupart des mesures qui étaient énoncées dans la loi. Alors je vous donne un exemple concret, mais prenons on dit on va rétablir le délit de maintien sur le territoire en situation irrégulière. Si
ce délit a été supprimé de la loi? C'est parce que la loi était devenue inapplicable et n'était plus appliquée. Pourquoi ne l'était-elle plus? Parce qu'une jurisprudence de la Cour européenne de justice avait décidé à l'échelle européenne qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre ce genre de loi sur le territoire de l'Union européenne. On n'avait pas le droit de refouler un réfugié à la frontière. La jurisprudence de la Cour de justice est que dès lors que vous vous trouvez dans la situation d'entrer sur le territoire, vous considère que vous êtes déjà sur le territoire et que donc vous avez droit à tous les recours avant de pouvoir être éventuellement expulsé. Donc on ne peut plus refouler les gens. Alors parfois on le fait, mais c'est en violation du droit et on ne peut pas fonder le fonctionnement d'un État sur le viol délibéré du droit par ceux qui sont chargés de l'appliquer. Donc finalement personne n'est responsable. Et puis au bout de quelques années où évidemment rien n'a changé, naît dans la tête des citoyens l'idée qu'une fois de plus on leur a menti. Et ça c'est terrible pour la démocratie. Si ça continue comme ça, la démocratie n'y résistera pas. Tout ça est laissé de côté dans le débat public. Quand quelqu'un l'aborde considéré comme un extrémiste, plus vous vous rapprochez du pouvoir aujourd'hui, plus vous essayez de vous normaliser pour gagner. Vous savez qu'il vous faut conquérir l'électeur médian, ce qu'on appelle l'électeur médian, l'électeur central. Parce qu'il faut s'en rapprocher. Vous êtes contraint de laisser ces débats de côté et de vous réinscrire encore une fois, dans le cadre qui nous a amenés là où nous en sommes. Alors après, il peut y avoir plusieurs variantes. Il y a ceux qui veulent tout casser, ceux qui veulent modifier à la marge. Mais sans rien modifier du tout, vous êtes condamné à faire à peu près la même chose que les autres. Que faut-il faire justement? Quelle est la priorité pour sortir de cette crise politique et démocratique? Une fois qu'on a pris conscience de la gravité de la situation, la question de la hiérarchie, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en droit, cette question, elle est posée. On entre là dans un débat politique qui est celui de la modification de la Constitution, en particulier de l'article 55 de la Constitution qui énonce que les traités sont supérieurs à la loi. Mais pour changer la Constitution, il y a un débat politique considérable. Pour changer la Constitution, il faut passer par l'article 89 de la Constitution, voter un projet de loi constitutionnelle en termes identiques par les deux assemblées, puis à charge pour le président de soit réunir le Congrès qui votera au 3/5e. Le problème évidemment de cette procédure, c'est que sur un sujet comme celui-là, on peut douter d'arriver un jour un accord sur un texte identique pour les deux assemblées. Soit soumettre le projet au référendum, qui a été la voie utilisée par le général de Gaulle à plusieurs reprises, dont 1962, lorsqu'il a soumis au référendum l'élection du président de la République au suffrage universel. En 1962, ça a été très violent. L'Assemblée a renversé le gouvernement Pompidou, qui a entraîné la dissolution de l'Assemblée par le général de Gaulle. Le président du Sénat accusait le général de Gaulle de forfaiture. Enfin, le débat était d'une violence extrême. Le général de Gaulle est venu à la télévision expliquer que l'article 11, puisque c'est de celui-là dont il s'agit, qui portait sur l'organisation des pouvoirs publics, convenait parfaitement comme cadre pour convoquer le peuple à un référendum, en expliquant que une question de ce genre, de toute façon, c'était au peuple de la trancher. Le peuple a tranché, et le président de la République, depuis, est élu au suffrage universel. Mais il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'était inconstitutionnel, que ce que le général de Gaulle a fait, on ne peut pas le refaire. Ça, c'est un vrai combat politique. Si on ne le fait pas, ça servira de moins en moins de voter des lois, et donc de voter pour des gens qui fabriquent la loi. Il faut revenir à ce qu'était l'État, essayer de revenir à ce qu'est l'état du droit avant 1989 pour le droit public et avant 1975 pour le judiciaire, qui appliquait dans leur jurisprudence la règle suivante. C'est la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emporte. C'est donc le traité s'il est postérieur à la loi, et c'est la loi si elle est postérieure au traité. L'avantage, ce serait évidemment de rétablir la responsabilité politique, c'est-à-dire de ne plus permettre à la majorité, au gouvernement, au président de la République, de dire « je n'y peux rien, ce n'est pas moi », mais de l'obliger à dire « je ne veux pas voter une loi contraire au traité, faire voter une loi contraire au traité parce que ça aurait tel inconvénient et je l'assume, eh bien je vais faire voter une loi qui est contraire au traité parce que je pense que c'est absolument nécessaire et je l'assume. Est-ce que ça détruirait l'Europe? Je n'en crois pas un mot. Est-ce que ça donnerait enfin un vrai moyen de faire changer au cas par cas ou évoluer au cas par cas les législations européennes? Certainement. C'est l'application en droit constitutionnel de ce qui a été en pratique la politique de la chaise vide par le général de Gaulle au propos de la politique agricole commune dans les années 60. Il n'y a aucun autre moyen de faire évoluer l'Union européenne et le cadre
dans lequel nous enferme l'extension indéfinie du droit européen. La seule voie possible, c'est une approche au cas par cas. Et la seule façon de forcer de temps en temps à cette approche au cas par cas, c'est de pouvoir voter une loi qui rend inapplicable une disposition du traité sur le territoire national et qui permet de dire à nos partenaires, vous ne voulez pas discuter de cette question, très bien, ben, la règle ne s'appliquera pas en France, mais dès que vous voudrez en rediscuter, nous sommes prêts à en rediscuter. Tous les discours consistent à dire qu'il faut avoir de l'influence en Europe, il faut faire des coalitions, il faut faire... on le voit bien, ne mène à rien. Alors ça ne vaut pas en plus que pour les textes européens, hein, ça vaut aussi pour les traités de libre-échange, pour les conventions internationales. Et on est arrivé à un point où cela met la démocratie en danger, sauf à parier qu'on va faire émerger une démocratie européenne en oubliant que la démocratie exige un peuple, un seul peuple. Parce que pour accepter la loi de la majorité, il faut avoir une conscience de peuple très forte. Je l'accepte parce que mon appartenance à ce peuple est plus forte que mes désaccords. La démocratie européenne, comme d'ailleurs la souveraineté européenne, est une illusion quand ce n'est pas un mensonge. Une fois que la responsabilité a été rendue aux politiques, quelle offre faut-il porter selon vous? La politique, ça ne peut pas être un catalogue de mesures. Un catalogue de mesures où les mesures qu'on prend, réellement, ils ne peuvent être que la déclinaison d'un projet, d'une vision, mais aussi, plus fondamentalement encore, d'une conception de la politique. Et donc ça nous renvoie à quelque chose de tout à fait fondamental dans la façon dont on fait de la politique aujourd'hui. Alors la politique, elle est dans une très mauvaise période, comme dans toutes les périodes de crise, parce que le système politique a beaucoup fauté. Hein. Seulement la disqualification de la politique, au nom des fautes qui ont été commises par les responsables politiques, par la classe politique, mais aidés en cela par beaucoup d'autres groupes sociaux, est la pire des choses, parce que pour récupérer la maîtrise de leur destin, les peuples et les citoyens n'ont pas d'autre recours en réalité que la politique. Cette question de la conception de la politique, elle est essentielle. Est-ce que la politique, c'est l'expression de la volonté humaine dans l'histoire? La capacité à dire non à tout ce qui paraît inéluctable, fatal, et tout ce qui a servi un homme ou un peuple, est une question fondamentale. Et non, ce n'est pas un débat philosophique éthéré. La vraie politique, ça commence par la réponse à ce genre de questions. Et quand on écarte ce genre de questions, il n'y a plus de politique, il n'y a plus que... il n'y a plus que des marchands d'illusions. Vous arrivez avec votre programme, alors vous avez 1000 mesures, c'est pas le catalogue de la redoute, la politique. Je pense que les gens ont besoin de sentir ça, de sentir que derrière les programmes, les discours, les mots, il y a une densité de réflexion et de pensée qui permet au moins de comprendre que celui qui vous parle c'est où il va, quoi. Ma grand-mère disait toujours, quand elle regardait à la télévision un homme politique qui s'exprimait, donc dans les années 60, elle avait parfois cette réflexion qui devrait faire réfléchir, enfin qui m'a fait beaucoup réfléchir. Elle disait, ah, celui-là, il parle bien. En général, elle ne se trompait pas. Le parler bien ne signifiait pas que, ni qu'elle avait tout compris, ni qu'elle était d'accord avec tout, mais qui signifiait, au fond, celui-là, il ne se moque pas de moi. Quand ne vous moquez-vous pas des gens, quand vous avez chevillé au corps une vraie conviction et une vraie sincérité, quand vous prétendez à des fonctions, ou plus hautes fonctions, que vous avez une pensée à la fois de ce qu'est la politique, de ce que sera votre rôle, de ce que sera votre fonction. Combien de gens aujourd'hui, dans notre pays comme dans notre pays européen, occupent des postes voire très très élevés, sans avoir jamais réfléchi, jamais compris à ce qu'était la nature de leur fonction et par conséquent la nature de leur devoir.